Donc, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'ordinateur analogique, son principe, ses fonctionnalités et à la fin, comment en faire un prototype simple. Donc, dans un premier temps, nous allons expliquer qu'est-ce qu'un ordinateur analogique. Pour savoir ce que c'est qu'un ordinateur analogique, il faut remonter à ses origines, c'est-à-dire bien avant l'ère du numérique, où les équations différentielles qui régissent la mécanique physique n'étaient solubles que par des systèmes analogues, c'est-à-dire des systèmes qui ressemblent au système mécanique, mais qu'on va étudier sous un angle beaucoup plus simple. Donc pour l'époque, c'était les systèmes électroniques, à l'aide de condensateurs, bobines et de résistances. Pour résoudre ces équations différentielles, on ne pouvait pas les faire de manière directe. On était obligé justement d'utiliser ces systèmes analogues et de câbler un certain nombre d'opérateurs pour pouvoir résoudre ces équations de manière analytique, c'est-à-dire juste en voyant la fonction et non en ayant la forme de la fonction, c'est-à-dire son expression générale. Donc pour cela, nous allons partir d'un modèle très simple qui est une équation différentielle d'ordre 2 linéaire, qui est de cette forme-là. Donc, avec un premier coefficient fois la dérivée de degré 2 de la fonction recherchée, plus un deuxième coefficient, la fonction dérivée au degré 1, plus un dernier coefficient A0 fois la fonction, et le tout qui est égal à un signal d'entrée, ou un élément perturbateur. Ça dépend comment on l'appelle, ou encore second membre d'un point de vue purement mathématique. Donc, il faut résoudre cette équation différentielle en retrouvant juste le terme y de t en fonction de tout le reste. Pour cela, d'un point de vue analytique, nous allons devoir intégrer l'équation différentielle. Ça veut dire résoudre l'équation différentielle. Et donc, pour pouvoir intégrer cette équation différentielle, il faut le faire deux fois, car la dérivée la plus haute de cette équation est de degré 2. C'est ce terme-là. Donc, pour ce faire, pour pouvoir intégrer cette équation différentielle deux fois, il faut isoler la plus haute dérivée d'un côté. Donc, c'est-à-dire il faut isoler le y seconde de t. Pour ce faire, on divise toute notre équation par le coefficient A2, ce qui nous donne y seconde de t plus A1 sur A2 fois y prime de t plus A0 sur A2 fois y de t égale v de t sur A2. Il ne faut pas oublier de diviser le second membre par le coefficient A2, sinon l'équation n'est plus juste. Une fois qu'on arrive à ce stade-là, il ne nous reste plus qu'à isoler le y seconde de t en passant tous les autres termes qui ne contiennent pas de y seconde de t du côté du second membre. Ce qui va nous donner au final y seconde de t égale v de t sur A2 moins A1 sur A2 y ce prime de t moins A0 sur A2 y de t. Voilà. Donc, une fois que nous avons cette équation-là, qui est la même sur les trois lignes qui suivent, enfin qui précèdent, nous avons exactement la même équation. Donc, à partir de ce moment-là, nous devons prendre une équation réelle, entre guillemets, donc, où les coefficients sont fixes, pour pouvoir poursuivre. Donc c'est pour cela que nous allons prendre une équation étudiée cette année dans le cadre de nos études, qui est la suivante. R carré C carré Y seconde de t plus 3 RC Y prime de t plus Y de t égale VE de t. Donc, nous avons dû résoudre cette équation différentielle. Nous l'avons fait d'un point de vue numérique, ou plutôt mathématique, car nous savons le résoudre à la main.
Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de résoudre cette équation-là d'un point de vue analytique, c'est-à-dire avec un prototype d'ordinateur analogique. Donc pour ce faire, nous suivons exactement la même démarche qu'ici. Nous divisons toute notre équation par r carré c carré, puis nous allons isoler le terme de plus haute dérivée. Nous avons y seconde de t plus 3rc sur r carré c carré y de t plus 1 sur r carré c carré y de t qui est égal à VE de t sur r carré c carré. Ensuite, on isole y seconde de t, ce qui va nous donner y seconde de t égale VE de t sur r carré c carré moins 3rc y prime de t moins 1 sur r carré c carré y de t. Voilà. Donc, pour des raisons de simplification au niveau des calculs, pour nous faciliter la tâche lors des calculs qui vont suivre, nous allons poser taux qui est égal à RC et oméga 0 qui est égal à 1 sur taux qui est aussi égal à 1 sur RC. Donc voilà. Après avoir posé taux comme étant RC et oméga 0 comme étant 1 sur taux, donc 1 sur RC, nous pouvons réécrire notre équation différentielle en remplaçant tous les coefficients par leur simplification. Ce qui nous donne au final y seconde de t qui reste le même, qui est égal à VE de t fois oméga 0 au carré moins 3 oméga 0 y prime de t moins oméga 0 au carré fois y de t. Donc, une fois que nous avons cette équation, nous pouvons constater que, comme depuis le début, y seconde de t est une somme de toutes les autres dérivées de y. Donc, maintenant, d'un point de vue électronique, ou d'un point de vue plus analogique, notre y seconde de t est à intégrer deux fois. Donc ce signal-là, nous devons l'intégrer deux fois. Voilà. Une fois qu'on a intégré deux fois y seconde de t, nous devons respecter l'égalité qui est ici. Et cette égalité, en fait, c'est une somme. Et cette somme, nous avons besoin, pour tout ça, d'un point de vue électronique, d'un sommateur de tension. Parce que notre y seconde de t sera une tension. Donc si on veut que tout reste homogène, il faut absolument que tout ceci soit une tension, et donc ici qu'on ait un sommateur. Donc, le sommateur, d'un point de vue électronique, se modélise par ceci. Donc, un AOP avec une résistance, un condensateur branché entre l'entrée V- et la sortie. Et donc là, nous avons par exemple Y seconde de t. En sortie ici, nous aurons, donc la masse ici. En sortie, nous aurons un signal intégré, donc nous aurons Y' de t et un coefficient qui sera devant le Y' de t qui sera défini en fonction des résistances, de la résistance et du condensateur qui sont ici. Alors, et cette constante se modélise par 1 sur RC. Une fois que nous avons cette constante-là, il faut intégrer une deuxième fois le signal, ce qui nous donnera donc une résistance ici, un AOP,
le moins, l'entrée plus, notre condensateur. Donc notre entrée qui est ici, notre résistance qui est ici et notre condensateur. Donc au final, nous aurons le signal Y de t, le signal que nous recherchons, sauf que nous intégrons moins 1 sur RC Y' de t. Et le moins 1 sur RC est une constante, ce qui fait que la constante peut ressortir de l'intégrale et se multiplier avec cette constante d'intégration qui est R et C. Donc ce qui veut dire que nous aurons moins 1 sur RC fois moins 1 sur RC. Ce qui au final va nous donner 1 sur R carré, C carré, Y de t. Une fois que nous avons ça, on peut constater que le terme qui est ici est le même que le terme qui est ici. Car je rappelle que 1 sur R carré C carré c'est égal à oméga 0 carré. Donc on va le noter, oméga 0 carré Y de t. Donc ce qui fait que ici nous avons notre premier terme de notre somme. Pour notre deuxième terme, donc avec le Y', nous devons utiliser le Y' qui est ici. Sauf que ce terme qui est là, c'est égal à oméga 0 Y' de t. Donc il nous manque le coefficient 3 qui est devant la somme. Et en fait là, c'est même un moins. Et nous devons inverser le signal car en sortie, nous allons utiliser un sommateur inverseur pour des choix techniques. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser un amplificateur à gain négatif. Cet amplificateur à gain négatif se modélise de cette manière. Nous avons un AOP qui est ici, avec l'entrée plus, l'entrée moins, l'entrée plus qui sera reliée à la masse. Ici, nous aurons une résistance. Nous mettons une deuxième résistance entre l'entrée V- et la sortie. Et ici, nous relions la VE, donc l'entrée, qui est moins 1 sur RCY'. Et ici, nous aurons donc VS, qui sera R3, et là nous allons mettre R2, R3 sur R2 fois VE. Donc, autrement dit, dans notre cas-là, nous aurons R3 sur R2 fois oméga 0 Y' de t. Et en fait, là, nous avons même un moins parce que nous avons dit que c'était un amplificateur à gain négatif. Donc, les valeurs de R2 et R3 doivent être choisies pour que nous ayons un 3 ici. C'est pour ça que nous allons prendre R3 égale 3000 ohms et R2 égale 1000 ohms. Ensuite, vu qu'on est sur le choix des caractéristiques des résistances, nous allons aussi choisir les valeurs de R et de C. Nous voyons que R et C sont les mêmes valeurs que oméga 0. Donc nous, dans notre cas présent ici, nous avons R qui valait 1000 ohms et C qui valait 1 microfarad. Donc nous allons reprendre exactement les mêmes valeurs pour que ici, notre oméga 0 soit le même que sur le tableau de gauche. Donc nous reprenons 1000 ohms et 1 microfarad. Donc voilà. Une fois que nous avons ce schéma-là, nous devons mettre le sommateur. Donc le sommateur, nous devons le mettre quelque part par ici, pour qu'ensuite la sortie du sommateur revienne à ce niveau-là, au niveau du Y seconde de t. Donc, nous allons dire que nous allons utiliser un sommateur inverseur.
pour notre sommateur inverseur, nous devons avoir donc, une résistance pour chaque entrée que nous allons sommer. Donc déjà, nous avons besoin de deux résistances. Donc, les deux résistances qui sont ici sont pour le signal Y de t et Y' de t. Nous allons mettre une troisième résistance pour VE, qui sera notre signal d'entrée. Une fois que nous avons ça, nous relions chacune des entrées aux résistances associées. Par la suite, nous mettons nos trois résistances, nous relions nos trois résistances en un point. Ici, nous avons dit que nous avons VE de t. Et une fois que nos trois résistances sont reliées en ce point-là, nous avons besoin d'un AOP. L'entrée plus, nous allons la relier à la masse. Et entre l'entrée V- et la sortie, nous allons remettre une résistance. Cette résistance, elle va aller donc à la sortie. Et ici, nous aurons le signal suivant. Nous aurons donc R3 sur R2, oméga 0, Y' de t, plus oméga 0 au carré, Y de t, plus VE de t, et le tout avec un moins devant. Voilà. Donc ça, c'est le signal que nous aurons ici. Donc si maintenant nous développons cette expression, nous allons constater que nous allons avoir un moins VE de t, moins R3 sur R2 oméga 0, Y' de t, et moins oméga 0 carré Y de t. Ce qui ressemble à l'expression qui est là-haut. À la différence que nous avons un signe moins ici. Cette différence va s'exprimer par une sortie qui sera opposée à l'entrée, d'un point de vue régime statique. Donc par exemple, si notre entrée c'est un créneau comme ceci, le régime permanent Y de t va se situer à ce niveau-là. Et inversement, quand on aura sur l'autre alternance, notre créneau, notre signal sera à ce niveau-là. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore à cette étape. Donc cette égalité-là, on rappelle qu'elle est égale à Y seconde de t. Donc, ceci, c'est Y seconde de t. Et d'un point de vue électronique, ceci se modélise par un fil entre ce point-là et ce point-là. Donc, si on fait un peu le ménage et qu'on efface cette partie-là et celle-là, on va pouvoir tracer le fil qui relie le début à la fin. Voilà. Alors, j'ai intentionnellement pas mis de valeur pour la résistance ici, car il faut que les quatre résistances qui se situent sur ce bloc-là soient les mêmes. Car sinon, on aura des coefficients qui vont apparaître devant chacun des termes de la somme, ce qui va fausser notre équation. Donc nous avons appelé ces résistances R4. Et nous avons dit que R4 valait 1000 ohms. Donc voilà. Donc, une fois que nous avons ce schéma de câblage, nous allons maintenant faire l'inventaire de tous les composants nécessaires au câblage sur simulateur et aussi au câblage du prototype. Donc, on va repartir de cette équation-là et commencer à faire quelques rappels. Nous avons dit que tau était égal à RC et que oméga 0 c'est égal à 1 sur tau qui est aussi égal à 1 sur RC. Donc dans notre cas présent, nous avons besoin de deux résistances R de 1000 ohms pour nos deux intégrateurs, de même que pour notre condensateur, donc 2C qui est égal à 1 microfarad,
Ensuite, nous avons besoin d'une résistance de 3000 ohms R3, une résistance de 1000 ohms R2 pour aller avec notre résistance R3, et pour finir de 4 résistances R4 pour notre sommateur. Une fois que nous avons nos composants, nous avons décidé de remplacer R3 par une résistance variable. Car cette résistance variable nous permettra de faire changer la valeur du coefficient devant le oméga 0 y' de t, car cette équation différentielle, on peut la mettre sous une autre forme, qui est la suivante. On peut la mettre sous la forme tau carré y seconde de t plus deuxième tau y' de t plus y de t égale v de t. Et donc, lorsque notre équation différentielle est sous cette forme-là, on remarque que le deuxième taux correspond au coefficient 3 qui est ici. Et le coefficient m s'appelle le coefficient d'amortissement, qui va régir le temps de réponse de notre système, ou du moins de la fonction qui régit cette équation différentielle. Donc en faisant varier m, on peut faire varier le temps de réponse du système, ce qui est intéressant pour nous. Donc c'est pour ça que nous avons choisi une résistance variable entre 0 ohm et 5200 ohms. Donc voilà, c'est fini pour la partie théorique. Nous allons maintenant passer à la partie câblage pratique, bien qu'on ait fait les simulations juste avant. Nos calculs théoriques et le câblage sur les simulateurs, sur le simulateur Proteus, nous avons réalisé en pratique notre carte ici présente. Donc cette carte, nous avons effectué du wrapping dessus pour lier nos composants, donc qui sont derrière ici présents. Donc tous les câbles sont en fait enroulés autour des pattes des composants et sont reliés entre eux de cette manière. Donc pour commencer, nous avons mis le signal. Notre prise qui est ici, c'est notre prise BNC qui nous sert pour récupérer le signal d'entrée. Donc avec ceci, nous avons cette prise là qui est connectée à notre GBF qui est ici, là-bas. Donc là, nous pouvons voir la fréquence que nous envoyons comme signal d'entrée. Nous mettons exprès une basse fréquence pour que notre système ait le temps de répondre en fait et qu'on puisse le visualiser sur l'oscilloscope. Pour ce faire, pour visualiser le signal d'entrée, nous allons utiliser cette sonde. Donc cette pince-là va être reliée à la masse et cette partie-là va être la prise de tension sur le fil rouge. Donc nous mettons notre prise de tension ici et notre fil de masse ici. Donc une fois que nous avons fait ceci, nous pouvons commencer à visualiser un signal d'entrée. Voilà. Donc, on effectue quelques réglages. Donc maintenant, les trois fils qui sont ici, ce sont les fils d'alimentation de l'AOP. Le fil jaune nous sert de masse et le fil rouge d'entrée plus et le fil noir d'entrée moins. Parce qu'en fait, il faut alimenter les AOP pour pouvoir les faire fonctionner. Donc, nous allumons notre alimentation et nous prenons les tensions, donc toujours avec une sonde. Le fil jaune, je rappelle, c'est la masse qui est ici. Et là, nous avons nos deux condensateurs intégrateurs. À la sortie d'un de ceux-là, nous avons la sortie Y de T. Et donc cette sortie-là, elle est ici. Voilà. Et donc là, nous pouvons voir en jaune notre signal Y de T que nous avons trouvé précédemment et en vert notre signal d'entrée V de T qui
qui est un créneau. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette carte, donc ici nous avons deux condensateurs d'intégrateurs, les résistances qui lui sont associées ici et ici. Ensuite, cette résistance et le carré ici présent, ce sont R2 et R3. Et donc R3, nous avons dit que nous avons choisi de mettre une résistance variable pour faire changer la valeur de M, qui est, je le rappelle, notre coefficient d'amortissement. Donc, et les 4 résistances qui sont ici sont les 4 résistances de l'amplificateur, du sommateur inverseur de notre système. Donc, nous allons remettre en marche notre système. Là, j'ai coupé l'oscilloscope, j'ai mis sur run stop pour arrêter qu'il bouge. Donc, avant cela, j'avais mis la valeur du potentiomètre quasiment à 0, donc ce qui nous donne un système de réponse harmonique, car le coefficient de la dérivée première vaut 0 en fait, ou est très proche de 0 en tout cas. Donc, pour la suite, nous allons augmenter au fur et à mesure ce coefficient en augmentant la valeur de R3, donc qui est la valeur du potentiomètre. Donc, en tournant sur le potentiomètre, on peut voir que ça change la forme du signal d'entrée qui commence à s'amortir du coup. Donc, nous avons des sinusoïdes qui s'écrasent au fur et à mesure. Et donc là, on peut vraiment observer que notre signal d'entrée, qui est un créneau lorsqu'il est sur la phase haute, nous avons notre réponse Y de t qui est sur la partie basse, étant donné que nous avons un signe moins devant le VE de t suivant les équations décrites précédemment. Donc, nous allons continuer à descendre, à augmenter plutôt le coefficient d'amortissement, et on voit que notre courbe commence à s'écraser. Donc voilà. Et donc au fur et à mesure qu'on augmente notre coefficient d'amortissement, on voit que nos pics de sinusoïdaux commencent à se rétrécir, voire même à disparaître. Et au final, nous avons juste un plat. Et donc là, c'est la réponse entre guillemets la plus rapide du système. Et on peut voir que si on continue à augmenter le coefficient d'amortissement, le temps de réponse va s'allonger jusqu'à être à son maximum lorsque R vaut approximativement 5200 ohms. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation de notre prototype. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour la compréhension des systèmes d'ordre 2 et en même temps tout ce qui est câblage pratique et théorique du coup. Donc voilà.